À New York, dans l'Upper East Side, un appartement luxueux au plafond doré et aux murs décorés comme ceux d'un palais européen semble aujourd'hui figé dans un silence étrange. C'est là, dans ce lieu extravagant de l'avenue East 60th Street, que Joan Rivers, reine du Mordant, pionnière de la comédie américaine, vivait ses derniers instants avant qu'une intervention médicale de routine ne fasse basculer sa vie. Le 4 septembre 2014, elle meurt à l'hôpital Mount Sinai, laissant derrière elle une demeure soudain trop vaste, trop calme, trop immobile pour une femme qui ne connaissait que l'énergie, le bruit et les projecteurs. Au moment de sa mort, sa fortune était estimée à 150 millions de dollars. Des émissions télévisées, des spectacles de stand-up, des livres, des années de travail acharné et une présence médiatique unique. Mais dès que la nouvelle tombe, cet empire financier semble s'effacer face à un fait brutal. L'appartement, chargé de rires et de sarcasmes autrefois, est désormais plongé dans une immobilité presque cérémonielle. Ceux qui pénétrèrent les premiers dans la maison racontent une atmosphère irréelle, un parfum léger encore suspendu dans l'air, un sofa impeccablement rangé comme si elle devait revenir dans la minute, et, sur un bureau, des notes de blagues interrompues, la vie brusquement coupée d'une femme qui écrivait jusqu'à la dernière seconde. Entre l'exubérance d'une icône et le silence glacial qui s'est abattu sur son palais privé, une question s'impose. Comment un nom aussi éclatant peut-il s'éteindre dans un lieu désormais si figé? 2. Joan Alexandra Molinsky, plus tard connue sous le nom de Joan Rivers, naît le 8 juin 1933 à Brooklyn, au sein d'une famille juive modeste. Petite, vive, observatrice, elle se cache souvent derrière un humour acerbe pour masquer ses insécurités. Déjà, sa voix aiguë et son franc-parler intriguent. Mais personne n'imagine encore que cette jeune fille anxieuse deviendra l'une des figures les plus redoutées et les plus respectées de la comédie américaine. À l'université, elle étudie la littérature et le théâtre, mais c'est sur les petites scènes new-yorkaises qu'elle trouve sa véritable identité. Dans des clubs enfumés, face à un public exigeant, elle développe un style tranchant, direct, iconoclaste. Joanne n'a peur de rien, ni des tabous, ni du ridicule, ni du regard des autres. Elle brise les codes d'un humour jusque-là dominé par les hommes. Dans les années 60, sa carrière explose lorsqu'elle apparaît dans le Tonight Show. Elle y devient non seulement une comédienne incontournable, mais aussi une voix féminine révolutionnaire dans un milieu qui n'attendait aucune femme à ce niveau. Sa capacité à rire d'elle-même, de son physique, de ses échecs, bouleverse les règles. Les spectateurs rient, mais derrière ce rire, ils voient une vérité crue, une intelligence rare, un courage immense. Les décennies suivantes la transforment en icône. Des émissions cultes, une série de talk-shows, des livres, des spectacles inlassablement réécrits. Elle est partout. Sur scène, à la télévision, sur les tapis rouges qu'elle critique avec férocité. Mais derrière cette ascension fulgurante, il y a aussi les fractures intimes, la perte de son mari Edgar Rosenberg, les scandales médiatiques, les carrières brisées qu'elle a dû reconstruire seule. La gloire ne l'a jamais protégée. Elle l'a seulement rendue plus regardée, plus jugée, plus vulnérable. Et pourtant, Joan ne plie pas. Elle avance, toujours avec ce rire métallique, cette énergie tranchante, ce refus absolu d'être oubliée. Mais derrière les projecteurs, un autre récit se dessinait. 3. Dans les dernières années de sa vie, Joan Rivers continue d'apparaître partout, du moins en surface. Elle anime Fashion Police, se produit en tournée, multiplie les interviews, maintient une énergie qui semble inépuisable. Pour le public, elle est plus vivante que jamais, une femme de 80 ans qui travaille comme si elle en avait 30. Mais derrière cette façade brillante, un autre rythme s'installe, plus lent, plus fragile, presque imperceptible. Son appartement de l'Upper East Side devient son refuge, un cocon démesuré, décoré comme un château français du XVIIIe siècle. Des chandeliers aux cristaux étincelants, des rideaux lourds, des meubles dorés, des tableaux religieux et des bibelots précieux qu'elle collectionnait comme des fragments d'une vie rêvée. Mais malgré ce décor somptueux, Joanne passe de plus en plus de temps seule. Elle continue d'écrire, chaque jour, inlassablement. Des blagues, des réflexions, des souvenirs, des idées pour des spectacles qu'elle n'aura jamais le temps de jouer.
Sa fille Melissa note souvent que Joanne travaillait autant par passion que par peur. La peur du vide, la peur de disparaître, la peur du silence. Les signes de fatigue apparaissent. Sa voix devient plus rauque, ses gestes plus mesurés. Elle confie à des proches qu'elle se sent épuisée, mais refuse toute pause. Joanne Rivers n'a jamais aimé s'arrêter. Elle avait trop peur que le monde continue sans elle. Le soir, lorsqu'elle rentrait dans son palais new-yorkais, les pièces trop grandes semblaient absorber son énergie. La nuit, l'appartement se faisait silencieux, presque oppressant, comme si les murs recouverts d'or retenaient un souffle ancien, un souffle qu'elle seule pouvait entendre. Elle travaillait jusqu'à très tard, souvent seule à son bureau, éclairée par une lampe à abat-jour beige. Autour d'elle, les horloges s'arrêtaient beau parfois. Du moins, c'est ce qu'elle disait. Même le temps a peur de moi, plaisantait-elle. Mais derrière la plaisanterie, il y avait une vérité inquiétante. Elle vieillissait, elle le savait, et elle pressentait que quelque chose approchait. Et dans ce décor théâtral où elle avait bâti son royaume, un silence nouveau commença lentement à s'installer. C'est dans cette maison que le silence a fini par gagner. Le 28 août 2014, Joanne Rivers entre dans une clinique de Manhattan pour une procédure bénigne. Une endoscopie, un simple examen de la gorge, rien qui ne semblait menaçant. Elle plaisante avec les médecins, rit avec Melissa au téléphone, évoque même son prochain spectacle prévu pour le week-end. Personne, absolument personne, n'imagine que ce jour marquera le début de sa fin. Dans la salle d'opération, tout bascule soudain. Sa respiration devient irrégulière. Son cœur ralentit. Une erreur médicale, un arrêt respiratoire, puis un transfert précipité vers l'hôpital Mount Sinai. Le monde extérieur n'en sait rien. Dans l'hôpital, c'est une course contre le temps. Pendant plusieurs jours, Joanne reste plongée dans le coma. Les machines respirent à sa place. Les lumières blanches de la chambre d'hôpital transpercent sa peau pâle. Et les médecins parlent à voix basse, conscients que la femme qui les a tant fait rire est peut-être déjà en train de glisser ailleurs. Le 4 septembre 2014, à 13h17, la nouvelle tombe. Joanne Rivers est morte. Une voix qui avait traversé plus de 50 ans d'histoire américaine s'éteint dans une chambre froide, sans projecteur, sans applaudissements. À l'annonce, Hollywood s'arrête. Les comédiens pleurent. Les talk-shows consacrent des émissions spéciales. Le monde des tapis rouges, qu'elle avait transformé en scène de comédie, perd son regard le plus mordant et le plus lucide. Pendant ce temps, son appartement de l'Upper East Side reste figé. Dans le salon doré, les lustres sont éteints. La lumière du matin glisse sur les meubles comme une caresse d'adieu, et sur la coiffeuse, une perruque blonde repose encore, prête à être portée pour un spectacle qu'elle ne jouera plus jamais. Des proches racontent que les premiers jours après sa mort, la maison semblait trop silencieuse, comme si le lieu lui-même refusait d'accepter l'absence de celle qui l'habitait avec tant d'excès, de passion et de bruit. Une fin calme, presque douce, pour une femme dont la vie avait été un ouragan. Pourquoi tant de silence autour d'un nom si grand? 5. Après la mort de Joanne Rivers, son appartement de l'Upper East Side devint le théâtre d'une succession à la fois immense, complexe et profondément émotive. L'appartement lui-même, véritable palais baroque suspendu dans un immeuble de Manhattan, fut le premier élément que les enquêteurs, les avocats et la famille durent explorer. Entrer dans ce lieu, c'était entrer dans l'esprit de Joanne, extravagant, précieux, ordonné, brillant. Au moment de sa mort, la fortune de Joanne Rivers atteignait 150 millions de dollars. Une somme colossale bâtie au fil des décennies, les talk-shows, les tournées, les livres, les placements financiers, les programmes de télé-réalité et même sa propre ligne de bijoux. Pour tant de richesses, la succession pourrait sembler complexe. Mais Joanne Rivers avait tout anticipé. Elle avait rédigé un testament clair, précis, presque chirurgical. Son héritière principale était sa fille unique, Melissa Rivers, suivie de son petit-fils Cooper. Pourtant, la valeur financière n'était rien comparée à la valeur émotionnelle de ce qui se trouvait dans l'appartement. Lorsque l'équipe juridique commença l'inventaire, un silence profond enveloppa les pièces surchargées d'histoire. Des lettres anciennes, soigneusement attachées par des rubans violets. Des albums photos retraçant des décennies d'humour, de voyage, de tapis rouges, des carnets remplis de blagues inédites, griffonnées à la hâte, une coiffeuse pleine de perruques iconiques,
rangées par style et par décennie. Des robes luxueuses encore imprégnées de parfums, vestiges d'une vie vécue sous les feux de la rampe. L'appartement semblait encore respirer son énergie, comme si le décor attendait qu'elle surgisse soudain, et lance, avec son humour mordant: «Alors, vous croyez que je suis morte? Ne faites pas cette tête.» Mais la maison ne riait plus. Elle observait, elle gardait, elle retenait son souffle. La bibliothèque, l'une des pièces les plus étonnantes, contenait des centaines d'ouvrages sur l'art, l'histoire, la mode, mais aussi de nombreux livres religieux témoignant de sa quête spirituelle souvent masquée par le sarcasme. Sur une étagère, une collection de figurines anciennes. Sur une autre, une série de trophées, d'émis et de plaques honorifiques soigneusement alignées. Pour Mélissa, chaque objet était un adieu, chaque salle, un souvenir. Rien ne pouvait être déplacé sans que le poids de la mémoire ne tombe dessus comme une pierre. L'appartement fut finalement vendu pour plusieurs millions, mais aucun acheteur ne put réellement s'approprier son âme. Car ce lieu n'était pas seulement une adresse luxueuse, c'était un musée privé, un temple intime façonné par une femme dont l'excentricité dépassait la richesse. Et au fil de la succession, une réflexion naît, presque inévitable. Peut-on vraiment posséder ce qui fut animé par une âme aussi dévorante? Les portes se ferment, les chandeliers s'éteignent, et la demeure, privée de son soleil, reste là, immobile, comme si elle attendait encore une réplique qui ne viendra jamais. 6. Dans l'appartement silencieux de l'Upper East Side, il ne reste aujourd'hui que des traces d'une vie qui brûlait comme un projecteur trop puissant. Les dorures, les lustres, les tentures épaisses. Tout semble immobile, figé dans un temps qui refuse d'avancer. Et pourtant, ceux qui y entrent disent ressentir une vibration, un souffle, un éclat d'énergie qui n'appartient à personne d'autre qu'à Joan Rivers. Elle a vécu comme une tempête. Elle est partie dans un murmure. Entre les deux, elle a révolutionné la comédie, ouvert des portes aux femmes et créé un langage où l'audace comptait plus que le confort. Sa vie fut une ascension, sa mort un silence, mais son héritage, lui, continue de résonner comme un rire qu'on n'arrive pas à oublier. Car la vraie richesse de Joan Rivers ne se trouve pas dans les millions qu'elle a laissés, ni dans son appartement aux allures de palais. Elle se trouve dans les artistes qu'elle a inspirés, dans les barrières qu'elle a brisées, dans la liberté qu'elle a donnée à d'autres femmes pour dire sans peur: «Moi aussi, j'ai une voix.» Quand le vent traverse les rues de Manhattan et que les lumières de la ville pâlissent, on pourrait presque entendre une réplique, un chuchotement, un sourire moqueur, comme si elle n'était jamais vraiment partie. Alors, une question demeure, simple, profonde. Le vrai héritage, est-ce ce qu'on possède ou ce qu'on inspire? Qui se souvient encore d'elle? Et si la véritable richesse était le souvenir que l'on laisse dans le cœur des autres? La lumière baisse, le rideau tombe, et une vérité silencieuse s'impose. Le silence ne tue pas la mémoire, il la purifie.